Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau cours d'ondes et de physique moderne. Aujourd'hui, on va continuer l'étude de la matière du chapitre 2, donc on va parler d'ondes mécaniques. Donc, vous remarquez ici, on est rendu à la question 13 dans les notes de cours. Là, on avait commencé à parler pas mal des ondes stationnaires. C'est ça qu'on va continuer aujourd'hui. À l'exemple numéro 13, vraiment, là, on va aborder les ondes, les instruments à cordes, pardon, dans toute leur définition. On dit, quand on pince une corde tendue pour la faire vibrer, comme dans une corde de guitare, la guitare vibre simultanément à plusieurs fréquences. Ok. On dit, en général, l'oscillation dans le mode fondamental a une plus grande amplitude que les autres harmoniques. C'est pour ça que la guitare va émettre un son caractéristique, plusieurs notes en fait, dépendant de la fréquence d'oscillation de la corde. On dit les guitares sont généralement construites pour que leur corde oscille sur 65 cm environ, comme dans la figure. Quand elle oscille librement sur toute sa longueur, la deuxième corde, à partir de la gauche, émet dans son mode fondamental un La à 110 Hz. On vous demande la tension dans la corde qu'on doit mettre si la densité de masse est de 0.0085 kg par mètre. Donc, ici, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est juste pour vous montrer un petit peu, là, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une corde de guitare qui vibre? En fait, c'est que vous avez une superposition de différents modes stationnaires qui vont se superposer les uns aux autres. Puis la corde va osciller dans plusieurs modes simultanément. Ok, qui vont être, c'est pour ça que, en fait, les différents instruments, même s'ils jouent la même note, vont avoir tendance à faire des sons qui vont être différents. Ok. Donc, à la question suivante, on vous demande euh, quelle doit être la tension dans la corde si on veut avoir ça. Ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le mode fondamental, pardon. Ok. Donc ici, euh, supposons qu'on a une corde, pardon, donc qui est libre d'osciller sur une longueur de 65 cm. Ok. Donc nous, il y a 60. Wow, ça commence bien. Il y a 65 cm qui séparent les deux extrémités de ma corde. On vous demande, on veut que dans cette corde-là, fondamentale, il y ait un La à 110 Hz. Donc, ce qu'on veut, c'est que la fréquence fondamentale d'oscillation de la corde soit de 110 Hz. Okay. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est que notre corde mesure 65 cm. Puis, si on veut avoir là le mode fondamental, on se souvient, ce qu'on a vu au dernier cours, la question qu'on se pose pour des ondes stationnaires, c'est quelle est la plus grande longueur d'onde que je peux mettre dans ma corde de longueur L qui va respecter ma condition d'avoir un nœud à chaque extrémité. Donc, c'est quand dans ma corde de longueur L, je réussis à rentrer la moitié d'une longueur d'onde. Donc, dans ma corde de longueur L, j'ai une demi-longueur d'onde. Donc, ma longueur d'onde va être simplement deux fois la longueur de la corde, c'est-à-dire 1,3 m. Qu'est-ce qu'on dit? On veut savoir la tension dans la corde. Donc, c'est quoi le lien avec tout ça? Bien, si on se souvient, on a vu que si ma corde a une longueur d'onde, pardon, si mon onde a une longueur d'onde de 1,3 m, une fréquence de 110 Hz, ça fixe la vitesse de propagation des ondes. La vitesse de propagation des ondes est tout simplement donnée par le produit de lambda puis de f. Dans notre exemple, on trouve 101,3 multiplié par 110 qui donne 143 mètres par seconde. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que de façon générale, dans les cordes tendues, la vitesse de propagation est donnée par deux paramètres et deux paramètres uniquement. Elle dépend de la grandeur de la tension qu'il y a dans la corde, puis de la densité linéique de masse qu'il y a dans ma corde également. Okay? F sur mu ou T sur mu, peu importe. Là. Quand ma corde est soumise à une tension T, ben, il y a une force F dedans. La vitesse de propagation va être donnée par racine de T sur mu. Nous, dans la question, on vous a donné la densité de masse qui est de 8,5 fois 10-3 kg par mètre. Donc, ça me permet de réécrire tout ça comme étant 143 est égal à racine de t
divisé par 8.5 fois 10 moins 3. Puis là, ce qu'il me reste à faire ensuite, ben, c'est mettre chaque terme au carré, isoler T, pour trouver la tension dans la corde qui va être de 174 newtons. Okay. Donc, pour que ma corde oscille à la fréquence de 110 Hz, pour qu'elle produise un La, ben, j'ai besoin de mettre dans une corde de 8,5 grammes par mètre une tension de 174 newtons. Donc, en ajustant la tension, je me trouve à, si on y pense un petit peu, là, dans ma corde de longueur L, euh, la longueur d'onde va être fixe. Okay? Ma corde mesure 65 cm. Ben, ça définit la longueur d'onde. Okay? Ça définit une longueur d'onde ici qui dépend uniquement de la longueur de la corde en oscillation. En voulant choisir différentes fréquences, ben, je vais devoir modifier V. Donc, si je veux modifier la fréquence, dans mon exemple, je vais devoir modifier V. Comment je fais? Ben, je vais modifier la tension. Donc, si je garde la tension, pardon, si je garde la même corde, je vais vous l'écrire très simplement. On a V est égal à racine de T sur mu. Mais on a également V est égal à lambda fois F. Donc, si j'ai une corde de longueur donnée, okay, qu'est-ce qui se passe? Ben, mu est une propriété de la corde, puis lambda dépend uniquement de la longueur de la corde. Donc, ces deux paramètres-là n'ont pas d'influence sur... ne peuvent pas être modifiés, pardon. Donc, en modifiant la tension dans la corde, en serrant ou desserrant la clé en haut, qu'est-ce que je vais me trouver à faire? Je vais modifier la fréquence qui va être émise par la corde en oscillation. On vous dit en B, le La 110 peut aussi être produit à partir au moyen de la première corde à gauche si on coupe la corde à l'endroit qu'on a indiqué là. Okay? Donc, si vous pincez la corde à la 1, 2, 3, 4, 5e fret, vous allez produire le même La 110 que celui de la deuxième corde si elle oscille sur toute sa longueur. Okay? Donc, on vous dit déterminer la longueur de la corde qui doit être mise en vibration, sachant que quand la corde vibre librement, sa fréquence en mode fondamental est de 82,4 Hz. Bon, comment on va régler ce problème-là? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit en 13b? On nous dit que la fréquence d'oscillation de la fondamentale de la première corde est de 82,4 Hz. Sachant que la longueur d'onde ici est la même, ok? Parce qu'on se souvient, c'est vous avez la même corde de longueur 65 cm. Ben, je dis la même. Vous n'avez pas la même corde physiquement. Là. Cette corde-là est un petit peu plus lourde, en fait. Mais vous avez quand même la corde qui est libre d'osciller sur 65 cm, elle aussi. Donc, la longueur d'onde va être la même, de 1,3 m. Okay? Donc, ce que ça fait, c'est qu'on n'a pas la même vitesse de propagation de l'onde dans cette corde-là. La vitesse de propagation va être tout simplement plus basse parce que la fréquence à laquelle la corde joue, elle va être plus basse elle aussi. Okay? Donc, ça va être 82,4 multiplié par 1,3 qui donne 107 mètres par seconde. Donc, ça, on peut le faire soit en modifiant la tension ou soit en utilisant une carte qui n'a pas la même densité linéique de masse parce que la vitesse est aussi égale à racine de t divisé par mu. Okay? On garde ça à l'esprit. Ben, ici, ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on veut modifier la fréquence. On veut que la guitare joue à 110 Hz. Okay? Mais c'est la même corde. Donc, c'est la même corde dans laquelle il y a la même tension, puis c'est la même corde qui a évidemment la même densité de masse. Donc, je ne peux pas modifier V ici. Okay? V va être constant parce que c'est physiquement, c'est la même corde à laquelle je ne modifie pas la tension. Donc, comment je fais pour modifier la fréquence? Ben, je vais modifier la longueur d'onde. Autrement dit, je vais venir réduire la longueur de la corde qui est libre d'osciller. Okay? Donc, supposons que j'ai ma corde ici qui est libre d'osciller sur 65 cm puis que je viens la pincer à un endroit précis. Ben là, c'est que
ma longueur d'onde, elle va être ici. Là. Je vais imposer la présence d'un nœud à cet endroit-là parce que je vais physiquement pincer la corde à cet endroit-là. Donc, je vais faire apparaître un nœud à cet endroit-là. Ça, c'est ma nouvelle longueur L' de corde qui est libre d'osciller. Donc, je vais avoir la même relation. Dans le mode fondamental, dans ma corde de longueur L', je vais rentrer une demi fois la longueur d'onde lambda prime. OK. Donc, si à V, j'avais tantôt 82,4 fois 1,3, ça va être aussi égal à F' fois lambda prime. OK. Donc, si V, c'est F fois lambda ou lambda fois F, mais si c'est vrai pour un, c'est vrai pour l'autre combinaison. Donc, moi, ce que je veux avoir, en fait, si on remarque, c'est juste une règle de 3. OK? Donc, mon F0 fois lambda est égal à mon F' fois lambda prime. Donc, moi, ma corde jouait à 82,4 quand elle oscillait sur une longueur d'onde de 1,3 m. Maintenant, je veux l'amener à 110 Hz, quel doit être le nouveau lambda prime, quelle doit être la nouvelle longueur d'onde qu'elle doit avoir. C'est 97,3 cm. Ce qu'on vous demande, c'est la longueur de la corde. Ben, on dit la longueur de la corde, c'est la moitié de la longueur d'onde. Donc la longueur lambda prime va être tout simplement la moitié de 97,3 cm, longueur lambda prime de 48,6 environ. OK. Donc, si ma corde sur toute sa longueur mesure 65 cm, si je la coupe à 48,6 cm, je vais faire passer la fréquence de 82,4 à 110 Hz. C'est ça qui va se produire. Si vous regardez sur l'échelle, à l'échelle, ça donne à peu près 15,7 cm sur une feuille blanche. Là, donc, ça marche, ça arrive vraiment au niveau de la cinquième case. Okay. On dit, pour jouer le La qui se trouve un octave plus haut, ben maintenant, on doit doubler la fréquence. Okay? Donc, si on double la fréquence, on va se trouver à jouer un octave plus haut. Okay? Donc, si on regarde sur un clavier, par exemple, ça c'est vrai avec toutes les notes, prenez une note quelconque, on parle par exemple du Do ici à 261,63 Hz. Si on va chercher le même Do, mais une octave plus haut, à l'autre bout, on voit C5, là, c'est la fréquence a été doublée à 523,25 Hz. OK. Pardon. Donc, chaque fois qu'on double la fréquence, on se trouve à jouer la même note à l'oreille, mais un octave plus haute. OK? Qu'est-ce qu'on se trouve à faire concrètement? Ben, on vient d'en glisser un mot. Si on n'a pas changé la corde, puis si cette relation-là est toujours vraie, OK? Si c'est la même corde, ben, la vitesse de propagation n'aura pas changé. OK? Donc, si c'est la même corde, la vitesse n'aura pas changé. Si c'est lambda fois f, ben ça va être aussi vrai pour un nouveau lambda puis un nouveau f. OK? Donc, moi, quand ma corde oscille sur toute sa longueur, lambda est égal à 1,3 m. Si elle oscille à 110 Hz sur toute sa longueur, ben, où je dois la couper pour qu'elle joue à 220 Hz. OK? Donc, au moyen de la deuxième corde, dans son mode fondamental, la longueur d'onde est de 1,3 m, la fréquence est de 110 Hz. Je veux doubler la fréquence. Automatiquement, il faut que je diminue lambda de moitié. Okay? Donc, il faut que L, qui est égal à une demi-lambda, soit égal à 32,5 cm. Okay? Donc, il faut que je coupe ma corde en deux. Donc, si ma corde fait 65 cm et que je viens la couper en deux, je vais jouer la même note, mais une octave plus haut, tout simplement. Okay? Puis en D, on vous dit maintenant, OK, on sait qu'on peut faire la même note à partir de deux cordes différentes. Mais comment on accorde une guitare? Ben, généralement, c'est qu'on va jouer la même note à l'aide des deux cordes. OK? Dans l'exemple ici, on dit il en résulte un son dont l'intensité est variable. Puis dans notre exemple, on dit l'intensité atteint un maximum une fois par seconde. Si on sait que la deuxième vibre à la bonne fréquence de 110 Hz, quelle serait la fréquence de la première? Okay. Mais là, ici, on va aborder le
t'amène des, pardon, des battements ici. OK? Alors ici, pour illustrer les battements, en fait, j'ai pris un générateur de tonalité. OK? Donc, si on fait jouer un son à 430 Hz, par exemple, on entend ça. Si on fait jouer un son à 440 Hz, on entend ça, c'est un petit peu plus aigu. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais jouer les deux en même temps? OK? Oh, je pense que vous entendez comme moi le battement entre les deux fréquences. OK? Donc, il n'y a rien de spécial ici là, de ce que j'ai fait. J'ai vraiment juste pris deux sons qui ont une fréquence rapprochée l'une de l'autre. Puis, ce qu'on remarque, c'est qu'on entend un battement entre ces deux sons-là. OK? Donc, ici, j'ai fait la même chose là, avec deux fréquences de 100 et 110. OK? OK. Donc, ça fonctionne. OK? C'est pas surprenant. Là. OK? Donc, ça, c'est. J'ai juste pris les fichiers Wave. OK? Donc, c'est un fichier Wave d'une onde sinusoïdale à 100 Hz pur. Là. OK? Donc, si on regarde, pourquoi on appelle ça un fichier Wave, premièrement? Ben, si on regarde, voyez-vous, on voit la vague. OK? Donc, une onde sinusoïdale pure à 100 Hz. Donc, si la fréquence est de 100 Hz, ça veut dire qu'il y a 100 change, c'est 100 cycles par seconde, donc un cycle à tous les 0,1 seconde. Donc si on regarde, il y a un pic ici, il y a un pic 0,01 seconde plus tard, 0,01 seconde plus tard. Donc à toutes les 0,01 secondes, il y a un pic d'amplitude. Donc on a une onde qui oscille 100 fois par seconde, qui a une fréquence de 100 Hz. OK? Donc on prend le son à 100 Hz, puis on prend le son à 110 Hz. OK? Pardon. Oups. Voyons. Excusez. OK, attendez une seconde. Ah! Bon, une seconde. Bon, excusez. Donc, le son à 100, puis le son à 110. On peut pas faire jouer les deux en même temps. Bon, il veut pas. OK, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le son à 110, le rajouter, puis on va entendre un battement entre le son à 100 et le son à 110 Hz. OK. OK. Ici, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai exporté comme un seul fichier. OK. Donc, ça, c'est deux tracks stéréo. Moi, je les ai combinés dans une seule track. Ici. Pourquoi ça veut pas? Ok, j'ai. En tout cas, ok. Donc, donc ça, j'ai combiné les deux. Pourquoi ça veut pas jouer? Je pense parce qu'il veut pas. Ah, c'est parce que le focus était là. Ok, c'est bon. Ok. Donc, c'est la même superposition entre le son à 100 et 110. Et si on regarde, ok. Donc, on a une onde, ok. Encore là, qui oscille essentiellement à toutes les 0,01 secondes. Donc, on a le même fond à 100 Hz. Donc, on entend quelque chose qui sonne à peu près à 100 Hz. Mais ce qu'on regarde, c'est que l'amplitude est modulée aussi. OK? Donc, on a additionné deux courbes sinusoïdales. Le maximum atteint l'amplitude atteint un maximum à toutes les 0,1 seconde. Donc, 10 fois par seconde. Mais ça donne que le 10 fois par seconde, c'est la différence entre le 100 et le 110 Hz ici. OK? Donc, c'est ça un battement, c'est quand vous avez deux fréquences qui sont similaires l'une à l'autre, pas exactement pareilles, ok, mais similaires. Vous allez entendre un son qui a une fréquence, euh, pardon, ici. Donc, vous allez entendre, par exemple, des fois, les deux ondes vont osciller ensemble, puis, bon, ça ne fonctionne pas. Des fois, leur amplitude va s'additionner, des fois, leur amplitude va entrer. Des fois, il va y avoir de l'interférence constructive, des fois, il va y avoir de l'interférence destructive. Donc, c'est de l'interférence dans le temps au lieu d'être de l'interférence dans l'espace, si on veut. Donc, imaginez pardon, qu'ici en vert puis en bleu, vous avez deux ondes sinusoïdales qui ont des signaux très semblables l'un à l'autre. C'est la situation qu'on a ici. Là. OK? Donc,
vous remarquez, là, les deux longueurs d'onde sont presque identiques. OK? Ben, parce que elle, c'est un signal à 100 Hz, l'autre, c'est un signal à 110 Hz. Ici, je les ai juste littéralement superposés l'une à l'autre. Qu'est-ce qu'on va entendre? Ben, à chaque instant, on va entendre la superposition, l'amplitude résultante, OK, de la superposition de plusieurs ondes. Donc, si vous remarquez, par exemple, ici, les deux ondes en bleu et en vert sont essentiellement en opposition de phase. Donc, leur amplitude respective est à peu près égale et opposée. On n'entend rien. Alors que ici, mais là, les deux ondes sont à peu près en phase. Donc, l'amplitude totale va être la somme des amplitudes individuelles dans chacun des cas. Mais ici, comme les amplitudes sont opposées, on n'entend rien. Ici, comme les amplitudes ont le même signe, on entend quelque chose d'amplifié ici. OK? Donc, on voit l'enveloppe en jaune. OK? C'est exactement, en fait, l'enveloppe qu'on trouve ici, là, dans cette fenêtre-là. Donc, c'est exactement le même principe ici. OK? Mais appliqué ici dans un exemple plus réaliste. OK? Donc, nous, ce qu'on entend, dans le fond, c'est simplement la superposition des deux signaux. OK? On ne va pas percevoir les deux signaux individuels. On ne perçoit que l'amplitude résultante provenant de la superposition des différentes ondes. OK? Euh, pardon. Donc, à la question suivante, on vous dit, on va revenir sur cette question-là. Donc, premièrement, euh, on se dit, supposant que la deuxième corde vibre à la bonne fréquence, quelle va être la fréquence de la première? Mais la première va, comme on entend un battement une fois par seconde, ça veut dire que la différence de fréquence entre mes deux signaux est de 1 Hz. Donc, s'il y en a une que je sais qui est à 110 Hz, l'autre va être à 109 ou à 111. OK? Pour l'instant, on n'a pas assez d'informations pour distinguer entre ces deux cas-là. OK? Tout ce qu'on sait, c'est que si on entend un maximum une fois par seconde, c'est que le gap, excusez le français, là, le gap de fréquence entre les deux, euh, le gap de fréquence entre les deux signaux qu'on entend est de 1 Hz. OK? On va y revenir. OK? Donc, on dit utiliser l'identité trigonométrique ci-dessous afin de trouver une équation décrivant la somme de deux ondes progressives sinusoïdales dont la fréquence est légèrement différente. Donc, vous remarquez, on avait déjà fait des choses très similaires à ça, là, additionner des ondes. OK? Quand on faisait l'interférence dans l'espace, on additionnait des ondes ici qui s'en venaient dans des directions différentes, par exemple. OK? Donc, on additionnait deux ondes progressives, deux ondes stationnaires. Pardon. On additionnait deux ondes progressives pour trouver une onde stationnaire. Et maintenant, on va additionner deux ondes qui ont des fréquences légèrement différentes. OK? Donc, supposons ici qu'on a une première onde qui a une fréquence F1 telle que oméga 1 est égal à 2 pi F1, puis une fréquence F2 différente telle que oméga 2 est égal à 2 pi F2. Supposons ici qu'on a deux ondes qui ont des fréquences légèrement différentes. OK? On dit deux ondes progressives, mais on va juste simplifier les masses un petit peu. Là, OK? On va supposer que x est égal à 0 puis phi est égal à 0. OK? Donc, c'est juste pour réduire l'équation de la forme a sin kx moins oméga t plus phi à quelque chose de plus manipulable au niveau mathématique. Même, on va supposer que ça s'en va vers les négatifs. L'important, c'est le principe. Là. On va transformer ça en l'amplitude A fois sin de oméga 1 fois t. Puis l'onde 2 va avoir la même amplitude, mais une fréquence oméga 2 légèrement différente. Okay? On veut trouver l'amplitude résultante, qui est la somme de mes deux amplitudes. Donc on va avoir A sin oméga 1 fois t plus A sin oméga 2 fois t. On vous donne une identité trigo qui vous permet d'additionner ça. La somme de ces deux ondes-là va être 2 fois sinus de A plus B sur 2, donc oméga 1 fois T plus oméga 2 fois T divisé par 2, multiplié par le cosinus de A moins B, donc de oméga 1 T moins oméga 2 T divisé par 2. Donc l'amplitude résultante, ici, je vais avoir une oscillation rapide, ok? Sinus de oméga 1 plus oméga 2 sur 2 fois t.
Donc ça donne, on remarque la fréquence moyenne entre F1 et F2. Puis cos de oméga 1 moins oméga 2 sur 2 fois t. Okay. Donc ça, c'est une oscillation rapide. Ça, c'est une oscillation lente. Okay. Puis ça, c'est une oscillation lente. Okay. Pardon. OK. Donc, il y a deux façons de se représenter. On sait qu'oméga, c'est 2 pi fois f. Là. OK. Donc, il y a deux façons de se le représenter. OK. Donc, on a vu, là, c'est une égalité ici. Donc, le y, on l'exprime comme la somme de deux ondes d'amplitude oméga 1 puis oméga 2. En fait, ça devrait être un 2 ici, là, excusez. Là, OK. Donc, on prend deux ondes qui ont à peu près la même fréquence, qui ont la même amplitude, puis pour chaque point, okay, le long de l'onde, on additionne les amplitudes individuelles. Okay. On peut passer ça à travers une, pardon, une identité trigonométrique, puis voir ça comme le produit de deux fonctions sinusoïdales, pardon. Donc, une qui oscille rapidement à une fréquence moyenne F1 plus F2 sur 2, qui est modulée par le cosinus de quelque chose de lent. Okay? Donc, il y a une longue période ici qui oscille lentement. Mais c'est le produit des deux. Donc, pour chaque point en bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'amplitude de 1, puis multiplier par l'amplitude de 2 au même endroit, puis ça va me donner la même chose. Okay? Dans les deux cas, ce qu'on remarque, c'est que la fréquence des battements va être donnée tout simplement par F2 moins F1. Okay? Donc ça, c'est pour ça tantôt que quand je vous faisais jouer les deux signaux à 100 et à 110, on entendait un battement de 10 Hz parce que la différence de fréquence entre les deux était de 10 Hz, tout simplement. Okay? Par contre, aussi, comme je précisais, on ne peut pas savoir, dans l'exemple, on vous dit il y a un battement de 1 Hz. Donc, on sait que c'est soit 109, soit 111. Comment on fait pour savoir est-ce que c'est 109 ou est-ce que c'est 111? Ben là, on n'a pas assez d'informations. Okay, on va faire des exemples plus tard pour voir le type d'informations que ça nous prendrait pour être capable de trancher, mais pour l'instant, on n'est pas capable de le faire. Okay? Euh, une petite question qui est parallèle à ça en même temps, okay? euh, ça serait de se demander, par exemple, j'ai mis ici question 13E, là, OK? Pourquoi le son d'une guitare qui joue un La 110 n'est pas le même que le son d'un piano ou d'un violon qui joue le même La 110? Okay? Donc, autrement dit, pourquoi les différents instruments vont pas jouer de la même façon? Okay? Alors qu'ils jouent la même note, mais pourtant, ils ne sonnent pas de la même façon. Okay? Ben, en fait, c'est que si on va aller voir pour ça des vrais instruments, OK, par exemple. OK. Donc, si je reviens ici, euh, excusez, là, mais bon, par exemple, un piano. OK? Un piano qui joue un C4, là, c'est un Do ici. Si on remarque, mais bon, si on fait, on entend une note de piano, tout simplement. OK? Puis si on regarde de plus proche, OK? Voyons. Oups, excusez. On voit que c'est pas la même. OK? C'est pas une onde sinusoïdale pure là, ici. Là, OK? On a quelque chose qui est un bon, c'est le fichier wave, là, c'est littéralement qu'est-ce qu'on enregistre. Euh, Pardon. Donc on voit que la forme se répète de façon périodique. Il y a un maximum à tous les points 1, 2, 3, 4, à peu près, là, à tous les points 0,4 secondes. Okay? Donc, on a une fréquence autour de 250 Hz. Okay? Mais ce qu'on remarque, c'est que si j'ai un piano, par exemple, ou si j'ai une guitare, okay,
qui joue la même note. OK? Donc, c'est la même note. Mais pourquoi la note est différente? Parce que si vous regardez... Attendez un petit peu, là. Wow. Voyons. Désolé. Ah! Ok, attendez une seconde, je vais faire du ménage là-dedans. En fait, c'est ce qu'on illustre ici, là. Ça, c'est la page Voyons. Ok, ma souris est rendue où? Excusez, là, je suis tout perdu avec ma souris. Bon, merci. OK. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une représentation d'une onde carrée idéalisée. OK? Mais c'est sûr que si vous avez juste une onde sinusoïdale, ça ne fonctionne pas. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez additionner à cette onde-là une onde qui a une fréquence 3 fois plus grande. Donc, pendant qu'ici, il y a une oscillation, elle va en faire 3. 1, 2, 3. Ici, elle va avoir 1, 2, 3. OK? Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est en les additionnant, vous allez obtenir la courbe ici qui est en jaune. OK? Après ça, si vous ajoutez le terme en 5, vous allez trouver l'onde en vert. Après ça, l'onde en bleu, l'onde en mauve, l'onde en violet, ainsi de suite. Puis plus vous additionnez d'harmoniques de plus en plus grandes, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble de plus en plus à une vraie onde carrée. OK? Donc, c'est sûr qu'en théorie, OK, une autre belle représentation ici. Donc, prenez une onde, ajoutez juste un signe, ajoutez le signe puis le terme d'ordre 3, le terme d'ordre 5, le terme d'ordre 7, puis tranquillement, on va avoir quelque chose qui ressemble de plus en plus à un carré pur. OK? Donc, en poussant à la limite, l'analyse de Fourier, c'est quelque chose qui nous permet, par exemple, dans une onde carrée, de trouver les différents signaux sinusoïdales qu'il faudrait que je mette là-dedans pour que ça me donne ce que j'observe. OK? Donc, si on peut voir, par exemple, pour une onde carrée dont je parlais, ben, une onde carrée, c'est juste quelque chose qui oscille, par exemple, entre plus 1 puis moins 1. Mais tu sais, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas sinusoïdal, en tout cas. On peut le traduire, ça, comme une somme théoriquement, d'une infinité de sinus qui ont des fréquences différentes. OK? Donc, c'est ça qu'on vous montrait ici, là, dans la présentation à côté. Là. OK? On disait, prenez une amplitude F1, prenez une fréquence 3 fois plus grande, mais une amplitude 3 fois plus petite, une fréquence 5 fois plus grande, amplitude 7 fois plus petite, ainsi de suite. OK? Ben, si on l'applique à quoi ça correspond dans la vraie vie, entre guillemets, ben, prenez votre fonction onde carrée ici, prenez un sinus qui a la même fréquence. OK? C'est sûr que le sinus ne ressemble pas à l'onde carrée. Prenez par contre ensuite une fonction qui a une fréquence 3 fois plus grande. Donc, dans la demi-longueur d'onde, ici, je vais avoir 3 demi-longueurs d'onde. Donc, ce qu'on remarque, déjà en partant, OK, c'est qu'imaginez que vous avez 3 demi-longueurs d'onde ici. Ben, au début, ça va pousser la somme vers le haut. Au milieu, comme l'amplitude va être négative, ça va tirer la somme vers le bas. Puis au bout, ça va le repousser vers le haut. Donc, vous allez vous retrouver à quelque chose qui va être un peu poussé par le haut, un peu en bas, puis un peu en haut de mon onde carrée. Ajoutez le terme d'ordre 5, vous allez voir ça. Ajoutez le terme d'ordre 7, ajoutez, ici, ils sont rendus à je ne sais pas combien, là, mais ajoutez en théorie une infinité de sinus comme ça, mais vous allez avoir une onde carrée parfaitement pure. OK? Donc, si on regarde un petit peu dans le générateur de fréquences de tantôt, à quoi ça ressemble, OK? Une onde. OK? Donc, l'onde sinusoïdale, l'onde carrée, OK? C'est pas super agréable à l'oreille. OK? À quoi ça ressemble si on fait l'analyse de Fourier de ça? Donc, ici, vous avez l'onde carrée. OK? Si on regarde, OK? Wow! OK? Donc ici, c'est un générateur synthétique là, qui a fait quelque chose. Vous remarquerez, là, c'est pas, comment dire, le step est pas instantané, là, ok? Mais ça serait pas vraiment physique non plus si ça l'était. Ok? Sinon, carré à 100 Hz. Ok? Si on en fait l'analyse, ok?
OK? Là où ça devient intéressant pour nous, si on regarde le spectre de Fourier de ça, ce qu'on disait, c'est prenez, nous, c'est une onde à 100 Hz. Donc, le pic principal est à 100 Hz. Vous remarquez ici, là, le pic est à 100 Hz. Vous avez une autre bosse à 300 Hz. Vous avez une bosse à 500. OK? Vous avez une bosse à 700. Puis leur amplitude décroît. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment, ils ont programmé, si on veut, une fonction comme l'analyse de Fourier nous indiquait. Donc, c'est comme, il faut voir la série de Fourier comme une recette pour reproduire n'importe quel signal périodique. OK? En fait, cette analogie-là est tellement bonne qu'il y a des gens qui commencent à chercher à appliquer l'analyse de Fourier à des affaires a priori qui n'ont aucun rapport. OK? Donc, par exemple, la bourse. Si vous regardez le cours de la bourse, OK? Je perds mon curseur constamment. OK? C'est pas trop agréable. OK, merci mon curseur. Donc, mettons, si on regarde, je sais pas moi, le Dow Jones du dernier mois. OK? Donc, ça me donne l'indice. Ça, c'est juste pour aujourd'hui, là. Mais mettons qu'on fait apparaître sur un mois le signal ou sur 5 jours ou sur 6 mois. OK? Donc, on voit le Dow Jones varier. OK? Il y a des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont traiter ça comme un signal périodique, puis ils vont se dire quelles sont les différentes fréquences et les amplitudes du signal que ça me prend pour composer ça, puis ils vont se servir de ça, de l'analyse de Fourier, pour prédire dans le futur l'évolution des cours boursiers. Donc, ils vont le faire soit pour une moyenne du marché, ils vont le faire soit pour des actions individuelles, puis ils vont investir dans des actions sur lesquelles ils ne regardent même pas ce que l'entreprise fait ou ils ne regardent même pas si c'est viable ou pas. Ils ne font qu'utiliser l'analyse de Fourier pour essayer de prévoir l'allure de la bourse dans le futur. OK? Donc, on est rendu entre ça et le casino, ben franchement, là, il n'y a, pas grande différence. OK? Mais ça, bon, c'est pour le petit côté éditorial. L'analyse de Fourier, si on vient à ça, là, pourquoi c'est important, entre autres, ben, c'est parce que ça nous permet d'écrire d'aller chercher les fréquences qui composent n'importe quel signal périodique. Puis d'un instrument de musique à l'autre, c'est ce qui va changer. L'amplitude relative des différentes harmoniques qui composent un signal va changer d'un instrument à l'autre. C'est pour ça que tous les instruments, malgré le fait qu'ils jouent des notes pareilles, ne vont pas sonner de la même façon. Okay? Donc, je vous remets encore comme exemple. Je peux fermer ça. Donc, je vous remets encore ici. Ça, c'était des sons sinusoïdales. Là. Okay. Là, excusez, là, franchement, là, c'est comme si j'étais en classe. Là. En classe, des fois, ça m'arrive de chercher. OK. Donc, on a par exemple notre corde de guitare, puis notre, pardon, notre piano. OK. Ben, l'analyse de Fourier des deux va être différente. OK. Donc, c'est pour ça. OK. Donc, on voit, c'est pas nécessairement toujours super différent, là. OK. Mais c'est pas la même chose. OK. C'est pour ça que les deux instruments ne sonneront pas de la même façon. Déjà en partant ici, là, vous remarquez qu'il y a une grosse bosse ici qu'il n'y a pas. Là. C'est sûr qu'ils ont le même pic parce que c'est la même fréquence à la base. OK? Donc c'est sûr que ces deux instruments-là jouent autour de 250-260 Hz, là, 260 Hz la note. Mais c'est la combinaison des harmoniques. Vous remarquez ici, ça décroît, décroît, décroît. Ici, ça décroît, ça remonte, ça remonte. Donc, il n'y a pas les mêmes harmoniques dans les mêmes proportions. C'est ce qui va faire en sorte que le son va être différent dans les différents instruments. OK? Question suivante. On change légèrement de sujet. OK? On vous dit, on vous parle de propagation d'énergie dans une corde. On vous dit, pardon, des ondes sinusoïdales de 5 cm d'amplitude doivent être transmises le long d'une corde qui a une densité linéique de masse de 4 x 10-2 kg par mètre. Si la puissance fournie par le vibreur est de 300 watts et que la corde est soumise à 100 N de tension, quelle est la fréquence maximale à laquelle on peut faire osciller le vibrateur? Dans le fond, ce qu'on nous dit ici, c'est juste que concrètement, on parle depuis le début que les ondes, c'est quelque chose qui transporte de l'énergie. OK? Ben, concrètement, comment est-ce que ça transporte l'énergie, OK, dans une corde? OK?
On va regarder ici. Euh, on vous dit, pardon, supposons que dans ma corde, je vais évaluer l'énergie totale qui est transportée dans ma corde, ok? Puis en particulier l'énergie, par exemple, de chaque particule ou de chaque oscillateur individuel. Bon, on sait que l'énergie totale, c'est la somme de l'énergie cinétique puis de l'énergie potentielle. Ok? Puis cette énergie-là, comment on l'évalue? Ben, on sait que quand ma particule passe par la position d'équilibre, ok, il n'y a pas d'énergie potentielle élastique. C'est comme si mon élastique n'était pas tendu, mon objet est en équilibre, mais la vitesse est maximale, donc toute l'énergie de l'oscillateur est contenue sous forme d'énergie cinétique. Okay? L'énergie cinétique, c'est tout simplement une demi fois m fois la vitesse maximale au carré de mon oscillateur. Ce qu'on sait, c'est que l'énergie maximale de l'oscillateur est donnée par quoi? Est donnée par A fois oméga. Okay? Ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Donc, je peux utiliser cette relation-là qui dit que la vitesse maximale, c'est A oméga pour réécrire l'énergie totale comme une demi m fois A oméga au carré. Okay? Bon, c'est quoi la masse m? Okay? Ben, ici, je vais, à la place de faire ça, c'est que je vais traiter toutes les particules contenues dans une longueur d'onde. Okay? Donc, par exemple, si j'ai dans un cycle d'oscillation complet, là, excusez, là, je suis ici. Donc, imaginez ici que j'ai une oscillation comme ça. OK? Puis qui se déplace dans ce sens-là. Moi, je vais regarder, par exemple, je veux toutes les particules contenues dans une longueur d'onde ici. OK? C'est quoi la masse d'une longueur d'onde ici? OK? Mais je sais que ma corde a une densité linéaire de mu kg par mètre. Si je multiplie par la longueur d'onde, lambda, ça va me donner la masse de une longueur d'onde de corde. OK? Pourquoi on fait ça? En fait, ce qu'on va voir, supposons ici, pour revenir, qu'on dit la masse m, on va la remplacer par mu fois lambda, tout simplement. OK? Puis, nous, ce qu'on veut, donc ça, c'est l'énergie qui est contenue dans une longueur d'onde. OK? Ce qu'on sait également, c'est que la puissance, OK? C'est quoi? La puissance, c'est l'énergie par unité de temps. OK? Donc, la puissance en watts, par exemple, une puissance en watts, c'est des watts en watts, c'est des joules par seconde. Donc, c'est un taux de transfert d'énergie. Donc, c'est une énergie par unité de temps. OK? Mais moi, je sais que, par exemple, à chaque cycle d'oscillation, l'onde avance d'une longueur d'onde. On se souvient de ça. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie qui était contenue dans cette longueur d'onde-là, à chaque période d'oscillation, avance dans le cycle suivant. OK? Donc, la puissance transmise, ça va être, je transporte E joules d'énergie dans mon cycle d'oscillation, dans ma longueur d'onde. À chaque période, je le transfère à l'autre onde, à l'autre cycle à côté de moi. Donc, la puissance ici qui va être transmise par mon oscillateur, ça va être E divisé par la période. L'énergie, c'est une demi mu fois lambda fois oméga au carré, divisé par 2 fois la période. Mais on sait que on a un lien entre. OK. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé lambda sur la période par la vitesse de propagation de l'onde. OK. Pourquoi j'ai fait ça? Ben, euh, pardon, on sait que la vitesse de propagation, c'est lambda fois la fréquence, puis la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, lambda sur la période correspond à la vitesse de propagation de l'onde. Donc, si j'avais que la puissance qui est égale à une demi fois mu fois lambda fois a oméga au carré divisé par la période, ben ici, ça se trouve être la vitesse de propagation de mon onde. Donc, je peux écrire ça comme une demi fois mu fois a oméga au carré fois la vitesse de propagation de l'onde. Donc, j'ai un lien, OK, entre toutes ces quantités-là. Si je veux transporter tant de joules par seconde
à l'aide d'une corde vibrante, par exemple, ben, si ma corde vibrante a une densité linéique mu, puis que je veux faire transporter mes ondes, ben, ça me donne une relation, dans le fond, entre la densité de masse, l'amplitude des ondes, la fréquence d'oscillation de la corde, puis la vitesse de propagation des ondes. Donc, c'est tous des facteurs qui ont une influence sur la puissance transportée par une corde. Donc, dans notre exemple, qu'est-ce qu'on nous donnait comme exemple ici? C'est juste un petit calcul numérique. Euh, pardon. Donc, moi, déjà en partant, des petites applications numériques comme ça, c'est pas nécessairement ça qui est le plus palpitant, là, OK? On va se demander, on dit des ondes d'amplitude 5 cm, donc on vient de fixer l'amplitude, doivent être transmises le long d'une corde dont la densité est donnée. Si la puissance qu'on veut transporter, c'est 300 watts, puis que la corde est soumise à une tension de 100 newtons, quelle est la fréquence maximale? Donc, on cherche la fréquence oméga ici, mais on va avoir besoin d'identifier, dans le fond, la vitesse. On sait que la vitesse de propagation des ondes dans une corde, c'est racine de t sur mu. Mais ici, c'est pour ça qu'on vous donne la tension. Donc, la tension est 100 newtons. Densité linéique de masse 4 fois 10-2 kg par mètre. Donc, on trouve une vitesse de propagation de 50 mètres par seconde. Okay. Donc, ici, nous, ce qu'on veut, c'est on va juste remplacer toutes les valeurs. On cherche le oméga. Okay. Donc, on remplace la puissance, on veut transporter 300 watts, donc 300 joules par unité de temps. La densité linéique de masse 4 fois 10-2. L'amplitude des ondes 5 cm. La fréquence d'oscillation, c'est ce qu'on cherche. Puis la vitesse de propagation 50. Donc j'ai juste inconnu oméga. Un petit peu d'algèbre pour en arriver à oméga égale à 346 radians par seconde. Mais on sait que oméga c'est égal à 2 pi f. Donc f va être égal à oméga divisé par 2 pi. Dans notre exemple, à f égale 55,1 Hz. Donc c'est juste une grosse application numérique, là, OK? Ça dit, si votre, essentiellement, prenez une corde qui fait 5 grammes par centimètre, par mètre, pardon, OK? 50 grammes par mètre. Non, excusez, la densité de masse, 4 fois 10-2, 40 grammes par mètre, OK? Si vous voulez transporter 300 joules d'énergie à chaque seconde dans cette corde-là, lorsque vous la soumettez à une tension de 100 newtons, si vos ondes ont une amplitude de 5 cm, il va falloir que vous fassiez osciller à 55,1 Hz la corde. Ça va transporter exactement 300 joules d'énergie à chaque seconde. OK? Euh, cette équation-là est excessivement spécifique. OK? Pourquoi on l'a dérivée dans le cas d'une corde tendue? OK? Évidemment, il n'y a pas juste les cordes tendues qui transportent l'énergie. OK? Par exemple, n'importe quelle oscillation va transporter de l'énergie. Okay? C'est le cas d'une vague. Okay? Donc, à l'exemple suivant, qu'est-ce qu'on vous dit? Propagation d'énergie dans une onde, plus généralement. On dit lors du tsunami du 26 décembre 2004, peu importe, là, dans n'importe quel tsunami, on dit on observe des vagues d'une hauteur de 30 mètres. Okay? On dit comment se compare la puissance transportée par une vague de 30 mètres à celle transportée par une vague de 1 mètre, en supposant que tous les autres paramètres sont identiques. Okay? Ben, ce qu'on vient de dire justement, c'est que l'équation qu'on a déterminée est très spécifique aux ondes dans une corde. C'est la densité linéique de masse de la corde, par exemple. Ça n'existe pas autrement. Ben, ce qui ne changera pas, OK, puis on le fera pas là, mais on pourrait établir des équations comme ça pour la puissance dans différents milieux, ce qui n'est pas l'intérêt ici de la démarche, mais ce qu'on trouverait comme résultat, c'est que ça serait toujours proportionnel au carré de l'amplitude. OK? La puissance, pardon, transportée par une onde varie toujours comme le carré de son amplitude. Okay? Donc, dans notre exemple, si on dit que la vague fait 30 mètres au lieu d'un mètre, mais comme l'amplitude est 30 fois plus grande, la puissance transportée par une vague comme ça va être 30 au carré, donc 900 fois plus grande que la puissance transportée par une vague de 1 mètre. Okay? Ça, c'est un résultat qui va revenir toujours. Okay? Donc, la puissance transportée par une onde dépend toujours du carré de son amplitude. Ça, c'est un résultat qu'on va réutiliser. Donc, la puissance est proportionnelle au carré de l'amplitude.
Ça, c'est quelque chose qu'on va réutiliser assez, particulièrement quand on va parler d'interférence plus tard dans le cours. Quand on va commencer à parler de la lumière, à un moment donné, là, ça s'en vient. OK? Donc, à retenir parce qu'on va s'en resservir. OK? Continuons avec les ondes sonores. OK? Ben, euh, en fait, on va continuer avec les ondes sonores dans la prochaine présentation. OK? Donc, c'était une présentation essentiellement sur les battements, puis sur des transports d'énergie dans les ondes.